Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette dernière séance du séminaire Parcours d'objets de l'année 2021. Nous nous retrouverons dès janvier, le 13 janvier, avec une séance autour de l'Océanie. Alors ce soir, c'est une séance autour des collections d'Amérique du Nord en France, pour laquelle nous sommes heureux d'accueillir Paz Núñez Reguero, donc, qui est conservatrice au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et Laurier Turgeon, qui est virtuellement avec nous depuis Québec, qui est donc à l'université de Laval. Et c'est Lise Mess qui assure la modération de cette soirée. Lise Mess est conseillère sur l'historique des collections auprès de la présidence du musée du Quai Branly, et je la remercie d'introduire cette soirée. Merci. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie de votre présence et je suis ravie de débuter avec vous cette troisième séance du séminaire Parcours d'objets sur l'étude des provenances et la circulation des arts non européens. Nous quittons donc le contexte colonial africain ce soir pour rejoindre les Amériques et plus particulièrement l'Amérique du Nord pendant la période du Premier Empire colonial français, en exposant les travaux de recherche de nos deux invités éminents chercheurs qui portent sur la connaissance des cultures matérielles et immatérielles des Premières Nations autochtones et des relations entre les Amérindiens et les Européens à partir du XVIe siècle. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Laurier Turgeon et Paz Núñez Regueiro. Laurier Turgeon est professeur d'ethnologie et d'histoire au département des sciences historiques de l'Université de Laval, au Canada. Il nous parlera des contacts entre les Français et les Amérindiens en Amérique du Nord au XVIe et XVIIe siècle, échange d'objets et appropriation de l'autre. Il a été titulaire d'une chaire de recherche du Canada en patrimoine immatériel de 2003 à 2017 et de la chaire William Mackenzie King en études canadiennes à l'université Harvard de 2006 à 2007. Il dirige le laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia, le LEM, depuis 2004, et le programme de baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales, depuis 2016. Ses travaux sont consacrés à la transmission et à la construction du patrimoine immatériel et matériel dans les contextes coloniaux et post-coloniaux. Il a publié Histoire de la Nouvelle-France, Français et Amérindiens au XVIe siècle chez Belin en 2019 et Patrimoine métissé, contextes coloniaux et postcoloniaux aux éditions MSH en 2003. Paz Núñez Regueiro interviendra en seconde partie de notre séminaire. Elle est conservatrice en chef au musée du Quai Branly Jacques Chirac et nous présentera le projet de recherche Croyant qui porte sur les collections royales d'Amérique du Nord, une collection exceptionnelle de pièces uniques collectées entre 1650 et 1850 provenant des territoires actuels du Canada et des États-Unis. Et cette recherche est menée en collaboration avec les partenaires amérindiens, en particulier les communautés Choctaw et Huron-Wendat, ainsi que plusieurs institutions culturelles nationales et étrangères. Elle est responsable donc de l'unité patrimoniale des collections Amériques au musée du Quai Branly Jacques Chirac, titulaire d'un doctorat en histoire et histoire de l'art soutenu en 2018 à l'université Paris 1, Paris-Sorbonne et à l'Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires sous le titre Promesses de Patagonie, l'exploration française en Amérique australe et la patrimonialisation du bout du monde, dont la publication est prévue en 2022. Paz Núñez Regueiro a mené de nombreux projets de recherche sur différents aspects des sociétés préhispaniques et contemporaines. Elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les collections amérindiennes ont été collectées, étudiées et exposées depuis leur arrivée en Europe et à l'héritage historique, culturel et politique dont elles sont aujourd'hui dépositaires. Laurier, je vous laisse la parole. Merci. Bon, bien, merci. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour vous parler de ces échanges entre Français et Amérindiens et les objets échangés et puis la signification finalement de ces échanges. C'est ce que je vais essayer
d'étudier. Mon seul regret, c'est de ne pas être avec vous. J'aurais bien aimé être à Paris avec vous. Bon, malheureusement, la pandémie en a décidé autrement. Mais bon, peut-être que dans un avenir pas trop lointain, on pourra se retrouver en présentiel. Avec plaisir. Alors donc, je vais vous faire un petit survol de ces rencontres, échanges entre Français et Amérindiens en Amérique du Nord-Est, et puis essayer d'aborder un peu la question de l'appropriation de l'autre à travers ces échanges. Alors, bon, je pense que c'est peut-être une évidence de dire que pour comprendre les objets, le sens, la signification des objets extra-européens dans les collections des musées européens, eh bien, il est important de remonter au contexte historique coloniaux, de comprendre les origines de ces échanges, de reconstituer les parcours interculturels des objets jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais insister beaucoup sur, non pas sur les objets comme des simples choses, mais des objets comme des vecteurs d'action sociale ou des objets capables d'agir sur les personnes. Hein? Donc, je voulais aussi remonter aux origines de ces échanges parce que trop souvent, on a tendance à présenter finalement l'histoire des Européens de l'Amérique du Nord comme une histoire qui débute avec la colonisation au début du XVIIe siècle. Et on oublie un petit peu le XVIe siècle, qui est quand même un siècle entier et où il y a eu beaucoup d'échanges entre les Européens et les Amérindiens, notamment entre les Français et les Amérindiens de cette partie du monde. Alors, voilà, je vais avancer assez vite pour essayer de garder le temps. Bon, j'ai étudié ces échanges. J'ai essayé de mettre en valeur des nouvelles sources, notamment des sources manuscrites. Et puis, bon, les sources les plus riches, les plus nombreuses et les plus riches pour cette période, ce sont les contrats notariés qu'on retrouve dans les ports, dans tous les grands ports français, dont la conservation est très variable. Les archives notariales qui sont les mieux conservées en France pour le XVIe siècle, ce sont les archives de Bordeaux, qui sont presque intactes. Hein. C'est une conservation presque parfaite, c'est vraiment extraordinaire. Les trois villes françaises où on a des archives vraiment très riches pour le XVIe siècle, c'est Bordeaux, Paris et Marseille. La Rochelle aussi, on a travaillé à La Rochelle. Les archives sont bien conservées à La Rochelle et à Rouen, mais aussi à Paris, où on a trouvé beaucoup de choses sur les objets d'origine amérindienne et aussi sur les objets fabriqués pour les Amérindiens qui ont été d'origine française. Alors, évidemment, il y a les fouilles archéologiques qui sont d'une très grande richesse, surtout pour l'Amérique du Nord-Est, parce qu'il y a eu depuis, je dirais, une centaine d'années, et surtout depuis une cinquantaine d'années, beaucoup de fouilles archéologiques sur un très grand nombre de sites autochtones. Et puis, il y a aussi certaines collections françaises, comme la collection des Jardins du Carrousel, que j'ai pu utiliser. Ce sont surtout les perles de verre et les perles de coquillage qu'on retrouve dans cette collection qui date de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et puis après ça, pour l'Amérique du Nord, on a une grande bibliothèque, une très riche bibliothèque de relations de voyage, surtout d'origine française. Les Français ont peu peuplé l'Amérique du Nord, mais ils ont écrit énormément sur l'Amérique du Nord. Alors, on a beaucoup de récits de voyage pour toute la période qui commence avec Jacques Cartier en 1534, mais qui deviennent de plus en plus nombreux au XVIIe et aussi au XVIIIe siècle. Alors, on a à la fois des relations de missionnaires, mais aussi des relations
de militaires. Hein. Alors, je voulais essayer d'appréhender, si vous voulez, ces échanges et puis le sens de ces objets par une anthropologie de l'échange marchand et de la consommation qui est couplée, bon, je veux pas dénigrer les approches plus classiques qui portaient sur les voyages d'exploration et puis sur le commerce, mais bon, j'ai donc voulu tenir compte de ces approches, mais d'insister davantage sur des approches qui sont liées à l'anthropologie de l'échange marchand et de la consommation, de décentrer aussi un peu la focale pour tenir compte des Amérindiens et puis d'essayer de comprendre la perspective amérindienne dans ces échanges, et puis de voir à travers la culture matérielle comment les Amérindiens pouvaient utiliser les objets européens, le sens que ça pouvait avoir pour eux, parce que, bon, en fait, contrairement aux voyageurs français qui ont beaucoup écrit sur leurs activités, les Amérindiens, qui étaient sans écriture, comme vous le savez, n'ont pas laissé de traces de témoignages écrits, et donc la culture matérielle devient d'autant plus important pour essayer de saisir leur rôle et puis leur fonction en quelque sorte dans ces échanges. Alors, je voulais rappeler aussi en guise d'introduction que l'Amérique du Nord-Est est sûr moins peuplée que l'Amérique centrale ou l'Amérique de la Caraïbe, mais c'est quand même une région qui est au 16e siècle relativement peuplée. Il y a des groupes amérindiens partout et surtout dans la vallée du Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs, les Iroquoiens, les groupes iroquoiens sont très nombreux, représentant, on pense maintenant facilement plus de 100 000 habitants répartis dans cette région et qui sont un groupe assez dominant qui contrôle le commerce et les échanges dans cette région. Une des choses que j'ai pu faire, c'est à travers le dépouillement des actes notariés, c'est de se faire une idée de l'activité des Français dans cette partie du monde et puis de la nature surtout de ces activités. Et là, un des constats, pardon, j'ai du mal avec mon PowerPoint, c'est l'importance de la pêche, de la pêche à la morue surtout, qui va vraiment se développer très, très fortement à partir du milieu du 16e siècle et qui va connaître des niveaux d'activité très élevés pendant toute la deuxième moitié du 16e siècle et ensuite pendant le 17e, le 18e et même au 19e siècle. Vous avez la chasse à la baleine qui vient se greffer à cette pêche à la morue et la traite des fourrures, le contact et la traite des fourrures avec les Autochtones qui émanent en quelque sorte de ces pêches et de la chasse à la baleine. Alors, vous avez ici une représentation de la pêche à la morue sur les côtes de Terre-Neuve, mais les activités françaises s'étendaient bien au-delà de Terre-Neuve, le long de la vallée du Saint-Laurent et aussi en Nouvelle-Angleterre jusque dans le Massachusetts, jusque dans le nord du Massachusetts. Alors, il y avait la chasse à la baleine qui était pratiquée essentiellement par les Basques qui ont chassé la baleine dans le détroit de Belle-Île et puis le long de la côte nord du Saint-Laurent. J'ai pu mener des fouilles archéologiques avec des collègues archéologues sur un site basque dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et là, on a trouvé un certain nombre d'objets de traite, des traces de leurs activités qu'on a pu mettre en relation avec d'autres recherches faites par des archéologues canadiens ou américains. Alors, si vous voulez, pour résumer, les objets qui sont échangés, les objets qui sont convoités par les Français et qui participent à l'échange, c'est d'abord la morue, qui est de loin l'objet le plus recherché, si j'ose dire. Après ça, vous avez le castor,
hein, les fourrures de manière générale, mais surtout le castor. Des animaux sauvages aussi qui sont ramenés en Europe, des plantes sauvages. Il ne faut pas oublier les connaissances ethnographiques et géographiques qui sont inscrites dans les relations de voyage et dans les cartes de l'époque. Mais on ramène aussi des autochtones, beaucoup plus qu'on le pensait au début. Dans ces voyages, il y avait souvent des Amérindiens qu'on ramenait, qui revenaient en Europe, parfois contre leur volonté, d'autres fois avec leur volonté, et qui parfois décédaient en Europe et parfois revenaient. On a des témoignages du début du XVIIe siècle de chefs Micmac, par exemple, qui font état de leur voyage à Bayonne, par exemple, ou à Bordeaux. Hein. Alors, les objets qui sont recherchés par les Amérindiens, qui sont enfin les plus convoités, ce sont les chaudrons de cuivre, hein, le cuivre de manière générale, et les perles de verre, ainsi que les objets de fer, notamment des haches, des couteaux et des épées. Ce que nous constatons, on a ici une des premières cartes détaillé de l'Amérique du Nord-Est, qui a été fait par Samuel de Champlain, celui qui a fondé la première colonie française à Québec en 1608. Alors, cette carte de 1632, qui évoque bien les voyages qu'il a fait. Pardon, j'ai un petit peu de problème avec mon PowerPoint, désolé. Alors, les voyages qu'il a fait jusque dans les Grands Lacs et qui est très, très précise pour l'époque. Mais je voulais surtout vous la montrer pour expliquer que les objets européens, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, grâce au contact avec les Français notamment, vont circuler dans cette grande région, partout. Et les fouilles archéologiques qui ont été menées sur des centaines de sites amérindiens dans le nord-est de l'Amérique du Nord nous démontrent que les objets européens apparaissent partout sur ce territoire, dans presque tous les sites amérindiens, dès la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, vraiment très, très tôt. Alors, vous avez, bon, la région des Grands Lacs, la région des Iroquois, qui est la région la plus peuplée, et c'est un peu là que les objets convergent, hein, parce que c'est eux qui contrôlent, en quelque sorte, le commerce dans toute cette région. Alors, je voulais vous montrer ici rapidement une fouille qui a été faite sur un site huron qui s'appelle Mantle, près de Toronto, du site actuel de la ville de Toronto. Et c'est intéressant parce que ce grand site qui comprenait plusieurs milliers d'habitants, qui est daté de 1500-1520, c'est le site où on trouve le premier objet d'origine européenne. Alors, c'est intéressant de voir que dès 1500, probablement 10, 20, il y a déjà des objets européens qui circulent. Nous sommes à 1500, 2000 kilomètres de la côte atlantique, vous voyez. Alors, donc, on a retrouvé dans une maison iroquoienne de ce type, reproduite ici, le reste d'une hache, c'est un objet en fer, et 2 fragments de cuivre d'origine européenne sur ce site. Alors, à partir de ce moment-là, on commence à trouver de façon plus abondante, surtout à partir de 1550, beaucoup d'objets d'origine européenne sur les sites de cette région. Hein. Alors, il est important de pas juste d'étudier les objets, mais d'essayer de comprendre les usages qu'on en faisait. Pour voir un petit peu les mécanismes interculturels, culturels qui ont cours. Et dans le cas des 2 objets, disons, américains qui arrivent massivement en France dès le XVIe siècle, la morue, qui est un aliment et qui est consommé très largement partout en France, il y a aussi les fourrures, et notamment le castor qui est utilisé pour faire des chapeaux, hein, pour faire des chapeaux de castor. Alors, j'ai insisté ici sur l'exposition, l'importance de l'exposition de ces objets sur le corps.
Alors, ce sont des objets bon, exotiques, entre guillemets, qui viennent de loin et qu'on va ramener au corps, soit pour les consommer comme aliments, soit pour les porter comme vêtements. Hein. Mais les vêtements, surtout, sont des objets qu'on va exposer. Et puis, bon, les historiens de l'art ont déjà montré depuis longtemps que le premier lieu d'exposition des objets précieux, exotiques, c'est le corps humain. Hein? Donc, exposé sur le corps, exposé aussi dans des bibliothèques ou encore dans des foires, dans le cas de personnes. Et puis, on va exposer les connaissances géographiques à travers les cartes hein, qui vont être montrées, exposées, et les livres qui intègrent les bibliothèques de l'époque. Alors, on constate aussi que avec l'arrivée des fourrures du castor nord-américain, il y a un changement important dans la mode du chapeau. Jusqu'en 1550, c'est un peu le chapeau de velours d'origine italienne qui domine. Et puis, à partir des années 1570-80, il y a le chapeau de castor d'origine nord-américaine qui va dominer parmi la cour, mais aussi l'aristocratie. Alors, vous avez ici aussi ce qu'on constate, c'est que le chapeau de castor devient de plus en plus ample et va devenir un élément dominant hein, du costume de la première moitié du XVIIe siècle. Alors, c'est qu'on pourrait se demander pourquoi le castor. Bon, ben, le castor a une fourrure qui est belle, qui est douce, qui plaît, mais ce que je soutiens ici, c'est aussi parce que c'est en raison du statut de cet animal chez les groupes autochtones. Alors, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que le castor était chez la plupart des groupes amérindiens du nord-est de l'Amérique du Nord, considéré comme un animal intelligent, qui avait un grand sens de l'organisation sociale, qui pouvait constituer des groupes bien organisés de plusieurs centaines d'individus, dotés d'une grande intelligence. Pourquoi? Parce qu'il sait construire des barrages et des cabanes très sophistiquées. Hein? Alors donc, les Français vont s'approprier de cette image du castor qu'on va voir apparaître dans les récits de voyage. On n'arrête pas d'insister sur son caractère, sur son intelligence, son sens de l'organisation sociale, et aussi, il va devenir même un modèle de gouvernance et d'organisation sociale pour la colonie. Hein? Alors, vous avez ici Lahontan qui n'arrête pas d'insister sur leurs intelligences. Ici, devant les chutes de Niagara, vous voyez, ils sont en train de construire des cabanes, construire des barrages, et ils peuvent réguler le niveau de l'eau au millimètre près. Hein? Alors, on va même, certains voyageurs français comme Lahontan et puis même Nicolas Defebvre vont critiquer Descartes en disant que non, Descartes a tort de penser qu'il n'y a que les humains qui ont de l'esprit, les animaux en ont aussi, et on cite souvent le castor comme un exemple. Il y a aussi ici dans une histoire de la Nouvelle-France fait par le jésuite Charlevoix, dans le frontispice de son livre, il va illustrer le castor et les abeilles comme étant des modèles qu'on doit suivre dans la colonie pour construire une colonie qui est bien gouvernée et qui est très fonctionnelle. Alors bon, ici on voit le castor, un peu cette réputation du castor s'est poursuivie même sous la jeune nation canadienne, puisqu'on l'a mis sur notre pièce de 5 cents au Canada depuis longtemps. Alors, je voulais jeter un petit coup d'œil sur l'usage des objets européens chez les Amérindiens. Eh bien, bon, bien que ce sont des objets très différents, on constate, ou j'ai pu constater, que ce sont des objets qui sont également exposés. Exposés essentiellement
D'abord sur le corps, par exemple, les chaudrons de cuivre qui sont très recherchés vont très souvent être découpés par des groupes autochtones pour en faire des objets d'ornementation corporelle. Hein. Donc, dans un premier temps, ils sont portés sur le corps et dans un deuxième temps, ils sont enterrés avec la plupart du temps avec ceux qui les portent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la grande majorité, sinon la presque totalité, on estime à 95 ou 97%, les objets qui ont circulé en Amérique du Nord, disons du début du 16e jusqu'au milieu du 17e ou de la deuxième moitié du 17e, se retrouvent dans des contextes de sépulture et donc ont été enterrés avec les morts. Et ceci, d'après les récits de voyage, c'était une façon de s'assurer que ces objets de provenance européenne qui étaient inconnus dans leur culture pouvaient suivre les personnes dans l'au-delà. Hein. Alors, vous voyez ici des illustrations d'un couple algonquin qui sont munis d'objets européens pour parer leur corps. Je vais passer là-dessus. Je voulais dire deux mots sur les perles de verre et les perles de coquillage qui participent très tôt aux échanges. Et là, on a pu, grâce à des recherches faites dans les inventaires après décès du Minutier central de Paris et une collection de perles de verre qui a été retrouvée près du Louvre, au jardin du Carrousel, dans les années 90. Là, on a retrouvé dans cette collection de 110 perles différentes, à peu près 83% se retrouvent sur des sites de contact en Amérique du Nord. Alors, j'ai exposé ici là, des perles caractéristiques de cette période. Vous avez tant dans le Minutier central que dans la collection du Jardin du Carrousel, des perles en coquillage rondes aussi, des perles en coquillage plus naturel qu'on retrouve également sur des sites amérindiens. Alors, je voulais juste vous montrer ça parce que ça a été une découverte quand même assez importante parce que jusqu'alors, en Amérique du Nord, les archéologues pensaient que tous les perles de verre venaient d'Italie, alors que non, en fait, il y en a beaucoup qui sont fabriquées en France. Alors, vous voyez ici, alors ce qui est intéressant, c'est que ces perles, dans les sociétés amérindiennes, renvoient à l'œil. On les voit, d'abord, pourquoi? Parce que dans les dictionnaires que j'ai pu consulter, le mot qui va dans la plupart des langues iroquoiennes et même algonquines, qu'on va utiliser pour désigner cet objet nouveau, ça va être le mot « œil » qui est utilisé dans le langage de ces groupes. Et puis on voit aussi cette association dans la culture matérielle. Souvent, on va mettre ces perles pour représenter les yeux de certains animaux, comme l'hibou ici, sur une pipe. C'est une effigie sur une pipe iroquoienne. Alors, c'est intéressant parce que du côté gauche, c'est une perle en verre et du côté droit, une perle ronde en coquillage. Hein? Voilà, donc ces perles vont être portées comme ornementation corporelle, soit sous forme de bracelets, de ceintures, de chevillettes, de boucles d'oreilles, de colliers. Pour ce qui est des chaudrons de cuivre, je vous disais tout à l'heure qu'il y en a presque tous ces objets se retrouvent dans des contextes de sépulture. Parfois, on trouve des chaudrons complets, hein, comme dans cette fosse d'origine Micmac, où les chaudrons ont été renversés sur les restes humains qui sont contenus à l'intérieur des chaudrons. Souvent, ce sont des chaudrons qui ont peu de traces d'usure, mais au contraire, qui ont été défoncés à coups de hache et détruits volontairement, ceci probablement pour accroître leur valeur rituelle et pour en faire des objets mortuaires
et s'assurer que ces objets n'allaient plus avoir des fonctions usuelles comme pour faire la cuisine, par exemple. Hein. Alors, souvent, on va retrouver des chaudrons qui ont été défoncés de cette manière. Je voulais vous montrer aussi une pratique qui était très répandue chez les Iroquois. Ici, on a une illustration de Lafitau, un jésuite français originaire de Bordeaux qui a écrit, qui a séjourné à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle en Nouvelle-France et qui va écrire un ouvrage qui est souvent considéré comme le premier traité d'anthropologie comparée du monde occidental qui s'appelle Les mœurs des sauvages américains, 1724. Et dans ce livre, il parle de ce rituel de la fête des morts chez les Hurons, qui consiste finalement à à déterrer des individus qui sont morts pendant les 10 ou 15 années où le groupe a séjourné, où le village était établi. Et avant le déplacement du village, parce que les groupes se déplaçaient tous les 15 ans lorsque les terres s'épuisaient, eh bien, ils pratiquaient cette fête des morts qui consistait à faire une fosse, à déterrer les morts les gens qui étaient morts pendant cette période et à déposer leurs ossements dans cette fosse avec les objets qui leur appartenaient. Hein? Alors, c'est intéressant parce que, bon, j'ai pas le temps d'élaborer trop longtemps là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie au livre là où j'ai développé davantage les significations de cette pratique. Et au fond, bon, les jésuites appelaient cette fête la fête des morts, mais en réalité, c'était dans les langues autochtones, on appelait ça la fête du chaudron. Hein? Et en fait, on fait allusion à des choses comme cuisiner les morts, etc. Alors, et surtout, bon, la fosse ici devenait un lieu de conservation de ces objets d'origine européenne, puisque pratiquement tous les objets européens atterrissaient dans ces fosses, que je compare un peu avec l'apparition des cabinets de curiosité en Europe à peu près en même temps, qui sont destinés à exposer ces objets exotiques qui viennent d'autres cultures. Alors bon, j'essaie de démontrer un peu le lien entre le cabinet de curiosité et puis la fête des morts et surtout la fosse commune qui est dépositaire en quelque sorte, lieu de conservation d'objets exotiques. Alors, ces objets enterrés vont être progressivement déterrés par le biais d'une pratique scientifique qu'on appelle l'archéologie. Des fouilles archéologiques vont se développer dès la fin du 19e siècle, mais surtout à partir de la première moitié du 20e siècle. Et alors, les sites amérindiens vont faire l'objet de très nombreuses fouilles archéologiques. Ici, on a des jeunes qui fouillent le site Mantle, qui est un site avec 60 maisons longues, qui fait plusieurs hectares et qui sont très souvent fouillés totalement, y compris le village et les cimetières. Ces objets déterrés vont se retrouver dans les musées, ils vont être traités, ils vont être nommés. Il y a un système de classement archéologique pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. On leur donne des numéros, on les protège avec de la cire et on va les intégrer finalement dans les collections archéologiques, disons à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, ils vont atterrir dans les musées nationaux, provinciaux, parfois dans les musées privés. Le Musée canadien de l'histoire, qui est le plus grand musée au Canada, par exemple, 70% de ses collections sont des collections d'origine autochtone. Hein? Alors, je voulais, s'il me reste encore quelques minutes, juste terminer sur la suite de cette histoire, en quelque sorte, parce que, bon, dans un premier temps, vous avez ces objets européens qui sont échangés, enterrés par les groupes autochtones, ils se reposent sous terre pendant plusieurs siècles. Les archéologues commencent à les déterrer à partir du début du 20e siècle. Ils intègrent les collections archéologiques, ils deviennent des objets de savoir, ils produisent des connaissances sur ces groupes, ils sont exposés lors d'expositions. Mais
à partir des années 1970-80, les groupes autochtones commencent à contester cette pratique. Et au Canada, la première grande manifestation contre l'exposition d'objets autochtones va avoir lieu à Calgary. Lors des Jeux olympiques, le Canada accueillait les Jeux olympiques à Calgary, qui est une grande ville pétrolière de l'Ouest canadien, en 1988, et avait prévu de faire une grande exposition sur les Autochtones. Mais les Autochtones ont protesté et ont commencé à faire des manifestations devant le musée, ont profité de la couverture médiatique très importante des Jeux olympiques pour contester contre ces pratiques muséales qui considéraient comme des formes d'appropriation de leur culture. Et surtout, dans le cas de cette grande exposition qui s'appelait l'Esprit chante, ils n'avaient pas été ou très peu consultés et n'avaient pas trouvé correct qu'on exposait leur culture au monde entier et que, bon, il y avait là, évidemment, une forme d'appropriation de leur culture pour l'exposer au monde entier sans les avoir consultés. Hein. Alors, puis bon, alors, quelques années plus tard, il y a le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La plupart des grands musées en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud commencent à préparer des grandes expositions sur la découverte de l'Amérique en exposant des objets autochtones. Et puis là, ben, là aussi, à une vague de protestation de la part de groupes autochtones qui ne veulent pas fêter cette découverte qui la présente comme le début d'une conquête. Hein. On traite Colomb de terroriste, bon, célèbre un génocide, etc. Alors, vraiment des mouvements très, très importants. Je peux vous dire que j'étais jeune chercheur à l'époque, mais le Musée canadien, le Musée de la civilisation à Québec avait organisé une exposition qui s'appelle La rencontre des deux mondes et avait un peu à la dernière minute associé les groupes autochtones dans l'exposition parce que il y avait justement des menaces de... Alors bref, ceci a conduit à une prise de conscience de la part des gouvernements, des musées et des gouvernements, et on a constitué un groupe de travail dès les années, fin des années 80, début des années 90, qui a produit un rapport qui s'appelle « Tourner la page » que vous pouvez trouver et qui a fait une série de recommandations au gouvernement canadien. En même temps, vous avez NAGPRA, le Native American Graves and Protection Repatriation Act, qui, bon, ces recommandations, et puis aux États-Unis même, on est allé plus loin qu'au Canada, on a carrément passé une loi qui bon, dans un premier temps, interdisait aux archéologues de fouiller des sépultures autochtones sans avoir la permission des groupes autochtones concernés, mais qui aussi permettait légalement aux groupes autochtones de rapatrier les objets considérés sacrés qui étaient dans les musées américains. Hein. Et le Canada a un peu suivi cette tendance en acceptant donc le rapatriement des objets et aussi en acceptant de faire participer plus activement les groupes autochtones lorsque on organisait des expositions. Hein. Alors, ceci a conduit à justement des phénomènes de rapatriement importants, notamment des ossements. Ça a été les premiers objets rapatriés par les groupes autochtones, les ossements de leurs ancêtres. Mais aussi des objets qui étaient associés à ces ossements qu'on avait retrouvés dans des contextes de sépulture. Et puis, je me souviens à l'époque, les musées, il y avait beaucoup de conservateurs de musées qui étaient très inquiets parce que là, ils se disaient, bon, ben, on va vider les musées d'ethnographie qui sont composés essentiellement de collections autochtones vont être vidés. Et au fond, ben, finalement, non, ça n'a pas été ça. Il y a eu évidemment les ossements. Les Autochtones les ont récupérés pour les réenterrer avec parfois des objets sacrés, mais ça a
conduit aussi à une collaboration beaucoup plus importante. Les Autochtones ont commencé à fréquenter les musées, à étudier les collections avec les conservateurs, comme on voit ici. Et puis, les conservateurs ont appris énormément de choses sur ces objets et les groupes autochtones d'eux-mêmes. Hein? Alors, il y a toutes sortes de scénarios. Je veux dire, les situations varient beaucoup d'un groupe à l'autre, d'un musée à l'autre. Mais généralement, je pense que ça a été considéré comme quelque chose de favorable, tant pour l'un que pour l'autre groupe. Et surtout, ça a permis de renouer pour les groupes autochtones, de faire un peu le deuil de cette période coloniale, ou de les aider à faire le deuil de cette période coloniale. De sensibiliser les Euro-Canadiens ou les Euro-Américains à l'existence, à la présence de ces groupes qui n'avaient pas disparu finalement, mais qui étaient toujours présents sur le territoire et qui voulaient affirmer leur identité, leur existence même. On a eu au Musée canadien d'histoire beaucoup de demandes de restitution de groupes de la côte pacifique du Canada, les groupes Haida ici par exemple, et souvent lors de ces restitutions, on organise dans le musée des cérémonies. Ici, on a William Commanda, le grand chef algonquin, qui en 1999 avait rapatrié une ceinture de wampum, qu'on pensait, qui est sûrement du 17e siècle. Certains disent de l'époque de Champlain, ça c'est moins sûr, mais malheureusement, le chef commandant est décédé maintenant, mais ça donnait lieu à des cérémonies, comme toujours aujourd'hui, qui sont pleines d'émotions et qui permettent, je pense, de renégocier un peu les relations sociales avec les Autochtones aujourd'hui. Alors, je vois que j'ai dépassé mon temps. Je vais m'arrêter là, mais disons que pour conclure en 2 mots, je pense que cette histoire sociale ou cette biographie des objets nous permet de voir à quel point ces objets jouent un rôle dans les négociations des relations humaines et que, ces objets continuent, par le biais du rapatriement, continuent à être des lieux de négociation et de renégociation de la reconnaissance des groupes et des individus dans la société. Et puis, c'est par le biais de ces objets, finalement, que les liens sociaux se produisent et se reproduisent encore largement aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette passionnante présentation. Je vais passer donner la parole à Paz sans délai pour qu'elle nous présente le projet qu'elle coordonne. Super. Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce soir un projet de recherche que l'on mène sur les collections royales d'Amérique du Nord. C'est le nom que l'on donne à toutes ces collections qui sont constituées à la période de l'Ancien Régime, donc dans les territoires actuels du Canada et des États-Unis. C'est un projet qui mobilise une grande partie de l'équipe du musée du Quai Branly et qui a débuté en 2019. Pardon, je n'arrive pas à avancer mon PowerPoint. Voilà. Donc c'est un corpus qui est bien connu par son importance. Il s'agit du fonds, l'un des fonds les plus importants en nombre et en variété typologique qui existe pour ces régions
du monde, donc plus de 250 pièces si l'on ne tient pas compte de toutes les flèches que l'on a aussi dans cette collection. Des objets qui viennent donc d'une très très vaste région et qui sont essentiels pour comprendre la production nord-amérindienne à ces périodes très anciennes. Donc vous voyez, il y a un peu de tout, il y a de l'armement, il y a de l'habillement, il y a des pots peintes, il y a des objets qui sont fabriqués pour l'échange et pour le marché de curiosité européen, comme ce modèle de canot qui s'affiche à l'écran. Et ces pièces sont réalisées en une variété de matériaux extrêmement importante. C'est des pièces donc qui proviennent d'une région très très vaste qui correspond aux colonies françaises en Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc un territoire qui englobe les régions qu'a évoquées Laurier Turgeon dans son intervention, mais également toute la région de Louisiane. Donc un territoire qui fait environ 20 fois la France et qui est habité par un nombre important de nations avec lesquelles les Français vont rentrer en relation et échanger. Donc c'est dans ce cadre-là que vont être constituées ces collections qui commencent à arriver en France et qui vont rejoindre les cabinets de curiosité de l'époque. Aujourd'hui, on a donc une collection très importante qu'il est parfois difficile d'attribuer culturellement de manière précise, mais on a dans cette collection au moins une vingtaine de nations nord-amérindiennes qui peuvent être mises en relation avec les objets conservés à Paris. Donc c'est des objets qui sont en général d'une très grande qualité de facture, qui portent peu de traces d'usure. On a quand même l'impression qu'une grande partie de ces objets sont des cadeaux diplomatiques, ou en tout cas des objets qui ont été obtenus lors des échanges commerciaux et politiques des Français sur place. Donc vous avez par exemple la nation Choctaw, qui était l'une des principales alliées de la France en Louisiane au XVIIIe siècle, et des objets qui peuvent être rattachés à cette nation. Vous avez aussi toute une catégorie d'objets qui est vraiment étroitement liée aux rituels de dons et aux échanges diplomatiques. Donc vous avez ici des exemples de pièces réalisées en perles de coquillage que l'on appelle wampum et qui servent à réaliser des objets de parure, mais également de grandes bandes tissées qui vont être présentées au moment des accords et des ententes entre nations pour matérialiser en quelque sorte la parole donnée. Donc des objets qui sont d'une valeur symbolique et politique extrêmement importante et qui rejoignent également parfois les collections françaises. Donc vous avez ici deux ensembles en fait qui sont des objets de parure, un ornement de cou et des brassards qui ont probablement fait partie de la collection d'un académicien, le comte d'Onsambray, et qui donne sa collection à son décès à l'Académie des sciences au milieu du XVIIIe siècle. Cette collection de l'Académie des sciences va être... donc c'est des pièces que l'académicien, Pajon d'Ensambray, a probablement reçues via les échanges qu'il a avec ses colons, ses missionnaires qui sont en Amérique du Nord. Et c'est un des exemples qui permet de comprendre comment ces objets rejoignent Paris. Donc, pour vous donner un autre exemple, la collection de l'Académie des sciences donc, va être réquisitionnée au milieu du XVIIIe siècle par le comte de Buffon, qui dirige à l'époque le Jardin du Roi parisien et qui va souhaiter réaliser un cabinet de curiosité. Donc finalement, les collections données par d'Onsambray vont rejoindre assez rapidement non pas les espaces d'exposition de l'Académie au Palais du Louvre, mais ce cabinet de curiosité au Jardin des Plantes. Vous avez également des collections qui arrivent par d'autres biais et qui rejoignent les collections ecclésiastiques. Donc vous avez ici une gravure bien connue du cabinet de curiosité constitué par l'abbé Claude du Molinet au XVIIe siècle. Et vous voyez dans cette représentation notamment un autre exemple de wampum qui est ici présenté, dont figurent 6 personnages debout. C'est un wampum dont on a perdu la trace, mais qui est peut-être encore aujourd'hui dans une collection en France. Donc vous avez des objets qui arrivent par le biais de ces échanges qui ont lieu en Amérique du Nord. Vous avez également des objets qui arrivent directement en France et qui sont remis par
par exemple des délégations autochtones qui viennent en visite à la Cour de France. Donc vous avez par exemple ici la description d'une délégation d'Amérique du Nord qui est décrite donc dans le Mercure de France, le journal, enfin le Paris Match de l'époque, où on a beaucoup de relations sur ce qui se passe à la Cour. Et donc, on raconte ce qui se passe et comment ces délégués amérindiens vont, à la fin des échanges, se dépouiller de leurs habits, de leurs couronnes, etc., et les offrir au roi, Louis XV, qui en échange va lui-même faire des cadeaux, donner de l'argent et répartir des médailles aux chefs amérindiens. Donc vous avez également des collections qui se constituent à Versailles et probablement un cabinet de curiosités qui se situe également au niveau du palais. En fait, on a beaucoup de collections visiblement qui sont conservées dans différents lieux liés à la famille royale et qui peuvent être passées d'une institution à l'autre sans que la trace de ces échanges soit réellement indiquée. Donc cela fait partie des difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on essaye d'étudier l'origine des collections royales que l'on considère dans le cadre du projet Croyant. Donc on a toutes ces collections qui vont se constituer et comme je vous le disais, qui vont rejoindre des cabinets aristocratiques, ecclésiastiques ou de la Maison de France. Et on a un épisode qui va mettre le désordre dans ces cabinets qui en général présentent parfois des inventaires. La Révolution française va être une période assez compliquée puisque les collections vont être saisies, elles vont être amenées vers des dépôts centraux où les objets sont ensuite renvoyés vers des institutions de conservation. Donc il y a beaucoup de mouvements de collection, il y a toute une série de transferts de collections qui brouillent les pistes et qui aujourd'hui rendent assez difficile l'identification en fait des documents qui documentaient les pièces arrivées en France. Donc on a ici par exemple le cas de la collection du comte d'Artois, le frère cadet de Louis XVI, qui avait en 1785 commencé une collection, un cabinet de curiosités destiné à l'éducation de ses fils et qui en l'espace de 4 ans va énormément s'enrichir avec près de 300 pièces ethnographiques du monde entier. Et cette collection est saisie à la Révolution. Il est aujourd'hui assez difficile de pister l'origine de ces objets qui sont d'une très grande importance. Je reviendrai sur l'histoire de cette collection tout à l'heure. Donc vous avez des saisies qui ont lieu à Versailles, vous avez également beaucoup de saisies qui ont lieu à Paris, et toutes ces collections qui viennent de différents fonds extrêmement importants, par exemple les collections du prince de Condé à Chantilly, qui vont être transférées vers 3 grandes institutions qui se répartissent en fait toutes ces saisies révolutionnaires à Paris et dans la région parisienne. Donc vous allez avoir le muséum d'histoire naturelle qui va recueillir tous les spécimens d'histoire naturelle, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces ethnographiques qui restent dans l'institution à cette époque. Pourtant, le muséum d'histoire naturelle transfère un grand nombre de collections ethnographiques vers la Bibliothèque nationale de France, qui à l'époque nourrit le projet d'un muséum des antiques, un muséum qui permettrait de rassembler toutes les productions humaines éloignées dans le temps et dans l'espace. Donc on réunit les antiquités classiques, mais également les pièces produites dans des contrées éloignées. Et donc, on a beaucoup de collections aujourd'hui nord-amérindiennes, des collections royales que l'on étudie, qui proviennent de cette collection du Muséum des Antiques, qui en fait, finalement, ne verra jamais le jour. Mais ces collections donc seront rassemblées dans ce qu'on appelle le cabinet des médailles, qui existe encore de nos jours. Et donc, la Bibliothèque nationale regroupe bien sûr ces curiosités, mais regroupe également toutes les saisies liées aux livres et aux grandes bibliothèques aristocratiques. Et vous avez également le palais du Louvre, enfin le Louvre, qui devient le lieu de dépôt de toutes les saisies liées aux beaux-arts. Donc un phénomène quand même assez exceptionnel
et on mesure rarement en fait l'impact de tout ce qui se passe à cette période-là. Donc je ne vais pas venir sur le détail de tout ce qui se passe pour les objets ethnographiques, mais comme vous le savez, il y a plusieurs institutions qui vont être créées et accueillir ce type de production, parce que pendant tout le 19e siècle, finalement, on ne sait pas très bien où mettre les collections ethnographiques qui viennent des pays éloignés. Donc finalement, on les retrouve dans différentes institutions. Vous avez par exemple le musée de Dauphin qui est créé en 1828, en fait par le comte d'Artois qui est devenu à l'époque Charles X. Et ce musée qui va rapidement prendre le nom de musée naval va regrouper par exemple toutes les curiosités qui peuvent être amenées par les agents actifs dans la marine. Vous avez plus tard le musée d'ethnographie du Louvre qui va voir le jour. Et à cette époque, on a encore ce que l'on appelle des collections royales qui se forment, puisque vous avez des épisodes, par exemple, connus comme celui de la venue à Paris d'une délégation Iowa qui va être reçue par le roi Louis-Philippe. Et à cette occasion, des objets vont être échangés. Et on a pu récemment identifier une partie des pièces qui avaient été remises par les Iowa à Louis-Philippe dans les collections du musée du Quai Branly. Et vous avez encore beaucoup d'autres institutions. Vous avez aussi, par exemple, des collections qui vont finir au musée de l'artillerie. Donc, les armes, par exemple, du prince de Condé, les armes d'Amérique du Nord, vont, à la fin du XVIIIe siècle, rejoindre le musée de l'artillerie et qui deviendra ensuite le musée de l'armée. Et ces collections ont rejoint l'ancêtre du musée du Quai Branly seulement en 1917. Donc, vous voyez, il y a un parcours des collections assez compliqué à la période d'Ancien Régime, lorsque ces collections nord-amérindiennes quittent l'Amérique du Nord pour arriver en France. Et vous avez ensuite tout un parcours des collections au XIXe siècle qui est également assez complexe. Donc, remonter la piste de tous ces parcours pour retrouver finalement les archives qui documentent ces collections est extrêmement complexe. Et vous avez désormais plusieurs générations de chercheurs qui ont essayé de pister l'origine de ces collections. Donc, à partir de la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc la première institution nationale qui va centraliser les collections ethnographiques, donc c'est une création qui a lieu en 1878, vous allez avoir donc toute une série de collections qui vont progressivement rejoindre ces institutions. Le musée d'ethnographie du Trocadéro va donner naissance au musée de l'homme et plus tard c'est le musée de l'homme qui va donner naissance au musée du Quai Branly qui est donc fondé en 2004. Donc vous avez ce projet, donc je reviens au projet de recherche qui nous concerne. Donc c'est, comme je vous le disais, les collections que nous étudions dans le cadre du projet Croyance sont des collections qui sont quand même très connues et qui ont été étudiées, mais c'est vrai que c'est un fonds extrêmement divers et étant donné la complexité de l'origine de ces collections, on a souhaité mettre en place un projet pluridisciplinaire et international pour tenter d'aller peut-être plus loin dans les recherches qui avaient été engagées et surtout mettre en place aussi un réseau de collaboration qui nous permettent d'être plus efficaces. Donc on a 3 grands volets qui concernent ce projet. Vous avez un volet qui est dédié à la documentation des collections. Donc essayer de trouver la provenance de ces objets. Ensuite, on a tout un volet qui est plus lié à l'analyse physique des collections pour mieux comprendre les techniques de fabrication, identifier les matériaux et aussi être en mesure de mieux adapter les protocoles de restauration lorsqu'il a lieu d'intervenir sur les objets pour les préserver. Et enfin, l'aspect fondamental dans le cadre de ce projet, c'est l'aspect collaboratif. Essayer de mettre en place, autant que faire se peut, des relations qui nous lient aux communautés d'origine, à toutes les étapes du processus de recherche et de valorisation. Donc ce projet a pu être mis en place grâce à l'obtention d'importants financements. D'une part, un financement de la Terra Foundation for American Art qui nous permet de financer le poste d'un chercheur qui se dédie à plein temps à la recherche de provenance.
et d'autre part qui couvre les frais engagés par la venue de délégations autochtones. C'est vraiment des frais extrêmement importants. Et l'autre source de financement est celle de la Fondation des sciences du patrimoine, qui nous a permis d'embaucher notamment un chercheur qui coordonne le volet sur l'analyse des collections. Donc vous avez ici Nicolas Stoll, qui est donc anthropologue spécialiste de l'Amérique du Nord et qui est un grand connaisseur de l'histoire des collections en France, mais aussi dans d'autres collections en Europe, et qui coordonne ce volet sur la documentation des collections. Donc, avec le petit aperçu que je vous ai montré sur l'origine des collections, vous voyez que c'est des recherches qui sont assez compliquées et qui nous obligent finalement de ratisser très large en ce qui concerne les archives, pour essayer de faire le lien entre les collections saisies, d'éventuelles étiquettes présentes sur les collections et des fonds d'archives qui ont été qui se retrouvent un petit peu partout. Donc le volet 2, je vous le disais, c'est celui qui se centre plus sur l'étude matérielle des collections. L'idée, c'est que comme on travaille sur des collections extrêmement anciennes, on a peu d'objets de comparaison. Donc on veut, autant que faire se peut, faire parler l'objet au maximum. Donc on essaye d'engager une étude vraiment très systématique avec les analyses possibles sur ces collections pour les faire parler au mieux, et comme je vous le disais, pour engager des protocoles aussi de restauration qui permettent ensuite à ces collections de voyager en Amérique du Nord à la rencontre des communautés d'origine. Et donc aujourd'hui, je vais donc surtout vous parler de cette collaboration avec les partenaires autochtones et ensuite revenir à un cas d'étude sur l'étude des collections, parce que j'ai quand même pas perdu de vue le sujet du séminaire. Mais tout à l'heure, Laurier évoquait, alors je cite, les objets qui sont des vecteurs d'action sociale capables d'agir sur les personnes. Et c'est vrai que le projet Croyant reprend cette idée. Les objets sont surtout le reflet de relations qui ont eu lieu dans le passé et qui sont un moyen de bâtir des relations qui nous permettent de réfléchir ensemble à ce qu'a été l'art amérindien à ces époques anciennes, mais également à ce qu'a été bien sûr cette période de colonisation française en Amérique du Nord, avec toutes les conséquences que cela a. Donc ce volet collaboratif, je le mène en collaboration avec Leandro Varisson, qui est chargé de la recherche au musée du Quai Branly. Et donc, je vous disais que les collections proviennent de plusieurs nations nord-amérindiennes. Donc, on a été pragmatique. On a choisi de commencer le travail avec quelques-unes de ces nations sur la base d'échanges déjà préexistants. Donc, on travaille actuellement avec le Centre culturel Seneca, qui est établi dans l'État de New York. On travaille avec la nation Choctaw de l'Oklahoma, donc c'est une nation originaire de Louisiane qui a été déportée dans les années 1830 dans ce qui était à l'époque le territoire indien, qui est devenu donc l'Oklahoma. Et au Canada, on travaille avec la nation Huron-Wendat et le musée McCord, où exerce Jonathan Lenné, qui est conservateur des collections autochtones, mais également membre de la nation Huron-Wendat. Donc c'est une collaboration avec des partenaires qui a commencé dans un contexte assez difficile, puisque on a reçu des fonds et juste après il y a eu l'épidémie de Covid qui a commencé. Mais on a essayé quand même de lancer ce qu'on avait, les projets qu'on avait prévus, en réalisant notamment des consultations virtuelles des collections. Donc je ne sais pas si j'ai mis voilà une image. Donc on organisait des séances autour d'objets qui avaient été présélectionnés par nos partenaires autochtones, et on leur montrait les objets en les décrivant très précisément. Et ce type d'approche a vraiment extrêmement bien fonctionné, puisqu'on avait face à nous des partenaires qui connaissent très bien les objets, donc même en les voyant par le biais d'une caméra, c'était très parlant pour eux. Et c'est vrai que ce dialogue autour des objets a permis en fait de créer des premières relations entre nous, puisque
personne ne les avait vraiment rencontrés. Donc on apprenait à se connaître à travers ces consultations et autour des dialogues que l'on engageait sur ces objets. Dans le cadre de ce projet, en fait, on essaye aussi de réfléchir à chaque étape que l'on mène à cette relation avec les partenaires. Donc, une des choses que l'on a mis en place très rapidement, c'est qu'on a un collègue qui fait de très bonnes photos et que l'on sollicite à chaque fois que l'on fait qu'on agit sur les objets pour avoir un reportage photographique que l'on peut partager avec nos partenaires. Donc, vous voyez, on photographie tout. Vous voyez ici une séance où on prélève de la cire pour dater des têtes que j'évoquerai avec vous tout à l'heure. On documente en fait les interventions sur les objets. On documente aussi les séances de soclage dans le cadre d'une préparation d'exposition ou les réunions en fait qu'on a avec nos partenaires à distance pour qu'ils voient un petit peu comment se passe la vie au musée au sein duquel vivent ces collections. Et on a aussi essayé de mener une campagne éditoriale importante sur ces collections avec un mécénat là aussi de la Terra Foundation for American Art pour avoir donc une couverture photographique des pièces très importantes qui permettent aux personnes à l'étranger, notamment aux communautés, d'avoir des documents pour l'étude des collections. Une autre manière de communiquer en fait et de rendre visible cette collaboration a été de mettre en place un site internet qui informe sur les actions du projet Croyant. Donc c'est un projet qui a été vraiment très important aussi pour construire des vraies relations, parce qu'à l'heure d'écrire des billets, on échange beaucoup avec les partenaires et ça crée vraiment des liens un petit peu différents. Écrire ensemble permet également de mettre en place un vocabulaire nouveau pour parler de ces collections. Et c'est aussi un moyen aussi de partager les résultats que l'on obtient, puisque beaucoup des travaux qui ont été faits sur les pièces qui sont conservées à Paris sont parfois rédigés en français et donc pas facilement accessibles pour nos collègues de langue anglophone. Donc on a un volet qu'on doit commencer à travailler qui est l'onglet ressources, où l'on veut, autant que faire se peut, donc proposer les publications du projet, mais également des traductions en langue anglaise si ces publications sont en français. Donc vous avez ici, par exemple, si vous voulez voir un exemple, la participation de la nation Choctaw qui a tout de suite voulu écrire un billet sur notre site internet pour évoquer ce que représente cette collaboration pour eux. Donc on a mis en place plusieurs projets avec des échéances dans le but aussi de montrer à notre institution, au musée du Quai Branly, que les projets collaboratifs permettaient en fait de produire des nouvelles données, également de produire des expositions, des publications pour le grand public. Donc c'est aussi un moyen de partager ce que l'on fait dans le cadre de ce projet. Et une des premières publications a été donc un numéro spécial qui a été fait dans la revue des musées de France autour du travail que l'on a mené sur la documentation des collections, de cette collection de la bibliothèque municipale de Versailles qui est aujourd'hui déposée au musée du Quai Branly. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette publication, en fait, était un préalable, disons, l'étude scientifique préalable que l'on a faite pour préparer une exposition qui a fermé samedi dernier, qui est dédiée donc à l'histoire du cabinet mise en place par le Comte d'Artois. Donc c'est une exposition qui présentait comment s'est constituée la collection du Comte d'Artois et les vicissitudes qu'avait vécu ce cabinet après sa saisie au moment de la Révolution. Donc c'est une exposition qui a eu lieu dans la galerie des affaires étrangères de la bibliothèque municipale de Versailles, donc un lieu très emblématique puisque c'est
la Galerie des Affaires étrangères qui a été construite sous Louis XV au moment où la France perdait ses colonies en Amérique du Nord dans les années 1761-1763. Et c'est un espace, un lieu d'apparat où étaient conservées les archives diplomatiques de l'époque. Et donc on avait la possibilité de parler de cette collection du comte d'Artois qui se constitue dans un cadre colonial, dans un lieu qui exprime en fait toute cette période. Et cette exposition, en fait, on l'a réalisée en collaboration avec la nation Choctaw de l'Oklahoma, qui était très intéressée par les pièces de Louisiane qui proviennent de ce fonds et qui a souhaité évoquer dans cette exposition les relations qui les unissent aux Français. Donc ça a été le sujet traité dans la dernière salle de l'exposition où ils ont eu carte blanche pour évoquer ce qu'ils souhaitaient. Donc, dans le cadre de ce... Donc, ça a été un projet réellement très abouti, où on a pu, malgré la distance, travailler ensemble à toutes les étapes du parcours. Ça reste quand même un projet qui nous laisse un regret, c'est que la nation Choctaw n'a pas pu venir voir l'exposition, puisque la nation interdit encore à ses membres de voyager en raison du Covid. Mais on a pu organiser des actions conjointes, notamment les Choctaw ont participé de manière virtuelle à l'inauguration française de l'exposition. On a également réalisé une inauguration virtuelle de ces expositions pour les Choctaw, qui a duré plus d'1 heure et qui est visible en ligne. Voilà. Donc, un autre projet que l'on mène, c'est un projet autour du wampum. Donc, vous reconnaissez peut-être dans cette diapositive une image que vous a montrée tout à l'heure Laurier Turgeon. C'est donc une exposition qui traite du wampum, ces objets que j'évoquais avec vous tout à l'heure, et que l'on mène avec la nation Huron-Wendat et avec des collègues Sénéca et Mohawk. Donc c'est un projet d'exposition qui ouvrira le 8 février prochain et qui a également donné lieu à une publication. Le prochain numéro de la revue Gradiva du musée sera donc dédié au wampum. Et pour finir, et ensuite j'en arriverai à l'histoire des collections, donc on a quand même eu la chance de pouvoir accueillir notre première délégation nord-amérindienne en octobre dernier. Donc c'est la délégation Haudenosaunee qui est venue. Donc cette délégation iroquoise composée de collègues Sénéca et Mohawk, et s'est jointe au groupe Jonathan Lenné que vous voyez ici, qui est donc notre collègue conservateur Huron-Wendat. Et l'idée de cette venue à Paris, qui a duré 1 semaine, était bien sûr de donner accès aux objets, mais également de partager avec nos partenaires en fait l'histoire de la Nouvelle-France et de ce qu'a été la Cour de France d'un point de vue français, en leur faisant visiter tous les lieux de conservation qui avaient permis donc la conservation des pièces qu'ils venaient voir à Paris. Donc la première journée d'accueil, un dimanche, a été sur le bateau Mouche parce que pour certains c'était le premier voyage à Paris, donc on voulait qu'ils aient vraiment l'impression de profiter de la ville et qu'ils se sentent pas frustrés en arrivant directement dans une salle fermée au musée du Quai Branly. Le lundi, on a réalisé une cérémonie d'accueil qui a été faite à leur demande, où ils ont brûlé du tabac, notamment pour demander aux objets de les accueillir avec bienveillance. Donc c'était un moment important en fait pour aussi apprendre à se connaître. Et on a eu toutes les visites et les rencontres avec les différents membres du musée. Vous voyez ici l'accueil qui est fait par notre président Emmanuel Casarero. Et donc tous les matins étaient dédiés à l'étude des collections pour leur donner vraiment accès aux pièces et qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir pu en profiter au maximum. Donc c'était des moments d'échange importants, et ils ont souhaité réaliser un documentaire de cette venue à Paris. Donc une des membres de la délégation est cinéaste, et elle a demandé à se faire accompagner par une collègue qui faisait des prises de vue.
Et donc, comme je vous le disais, tous les après-midi étaient dédiés à des visites institutionnelles. Donc, on les a par exemple amenés à Versailles voir l'exposition qu'on avait fait avec les Choctaw. Puis après, on est allé au château de Versailles où ils ont été accueillis par Bertrand Rondeau, qui nous a fait visiter le palais, un jour de fermeture, ce qui était vraiment remarquable pour eux. Et le mardi, pareil, on a pu visiter le musée du Louvre un jour de fermeture. Donc c'était vraiment important en fait de pouvoir partager tous ces lieux de conservation et leur expliquer un petit peu comment, malgré les perturbations en fait, liées à la Révolution, toutes les collections, tant françaises qu'étrangères, avaient été préservées. On est également allé à la Banque de France où vous avez tout ce décor de boiserie extraordinaire qui a été commandé par le comte de Toulouse, le fils bâtard de Louis XIV, et qui présente en fait ici, je ne sais pas si vous le voyez, la plus ancienne représentation connue en France de massue nord-amérindienne. On est également allé à la Bibliothèque nationale de France où on a pu voir des documents extrêmement anciens. Donc vous voyez par exemple ici deux lettres écrites par des femmes huronnes sur de l'écorce du bouleau qui date du XVIIe siècle, ou également, vous voyez ici un manuscrit qui évoque les paroles des sauvages iroquois. Je cite le titre de ce document. Donc ces paroles qui accompagnent la remise de plusieurs colliers de wampum au nouveau gouverneur de la Nouvelle-France en 1726. Et enfin, on a réalisé un voyage à la cathédrale de Chartres où sont conservés de wampum donnés par les nations Abénaki et Huron-Wendat au XVIIe siècle. Et ça a été donc des moments d'échange importants et de fortes émotions pour les communautés qui se sentent liées bien sûr à toutes ces collections. Voilà, donc j'en viens quand même à l'histoire des collections. Et juste pour revenir sur l'histoire de ce cabinet du Comte d'Artois qui illustre très bien les problèmes que l'on rencontre lorsque l'on veut essayer de documenter ces collections. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce fonds qui est donc constitué à partir de 1785, mais c'est une collection très, très importante qui donc va être saisie à la Révolution et transféré au palais de Versailles, qui était devenu le dépôt central pour les saisies révolutionnaires. Et ensuite, en 1806, cette collection va être transférée à la bibliothèque municipale de Versailles, où on l'a conservée jusqu'en 1933, date à laquelle cette collection est déposée au musée d'ethnographie du Trocadéro, et cette collection est encore chez nous. Donc c'est une collection qui pose beaucoup de questions parce que le Comte d'Artois commence son cabinet en 1785 par l'achat d'une collection très importante de naturalia, qui était donc en possession de Denis-Jacques Fayolle, un commissaire de marine, qui avait également des enfants, et des fils et un genre dans la marine, et qui, par le biais de ce réseau, avait constitué une collection assez extraordinaire. Cette collection donc est acquise en 1785 et marque le début du cabinet de curiosité du comte d'Artois. C'est un cabinet donc que le comte d'Artois souhaite mettre en place pour l'éducation de ses fils, dont le gouverneur est le marquis de Serran. Et donc, le travail autour de ce cabinet va être réalisé par le marquis de Serran et Fayolle, qui va être embauché, après l'achat de sa collection, comme conservateur de la collection. C'est un fonds qui, en l'espace de 4 ans, va s'enrichir de manière assez extraordinaire, et qui est saisi et qui est mis sous scellé en 1789, puisque le comte d'Artois va être l'un des premiers membres de la famille royale à émigrer, et quelques mois plus tard, il est rejoint à Turin par le marquis de Serran et ses enfants. La collection, qui était donc importante, avait été installée au début de l'année 1789 dans l'hôtel privé du marquis de Serran, et c'est là que la collection va être saisie. Donc il y a autour de cette collection beaucoup de doutes, parce que pendant très longtemps la collection a été connue comme la collection du marquis de Serran, et on pensait finalement que c'était le marquis de Serran qui avait constitué cette collection.
Les recherches plus récentes ont montré que non, que c'était plutôt Fayol qui avait pourvu à la constitution de cette collection. Donc j'évoquais avec vous cette collection privée qu'il avait constituée dans le cadre de ses fonctions dans la marine. C'était une collection extrêmement importante qui est citée dans tous les guides des cabinets de Naturalia au XVIIIe siècle. Le cabinet Fayol est vraiment une référence que l'on doit visiter lorsque l'on vient à Versailles. Et comme on sait qu'il devient conservateur de la collection et qu'il a ce fonds important qui fait partie du cabinet d'Artois, on pensait que les pièces ethnographiques faisaient également partie de ce fonds initial de Fayol. Mais il se trouve que dans cette collection importante, vous avez des objets de très grand prestige, par exemple 18 pots peintes. Donc j'en viens ici, je vais peut-être revenir juste en arrière pour préciser qu'on a la chance d'avoir un petit inventaire de cette collection. Donc la collection, je vous le disais, est saisie à l'hôtel Serran, mise sous scellé à l'hôtel Serran en 1789 et en 1792, un premier inventaire de la collection va être réalisé. Alors vous voyez qu'il est assez succinct parce qu'il rentre sur sur une seule diapositive. Mais bon, c'est quand même un début pour pouvoir travailler. On observe déjà que, vous voyez, il y a quand même 362 objets, ce qui est vraiment très important, et une très grande variété de pièces avec des origines également assez variées. On a une récurrence quand même des pièces qui viennent du Canada, de Louisiane, de Cayenne, ou de la baie des Assassins, qui sert à l'époque à dénommer notamment la Nouvelle-Zélande. Donc on voit quand même des origines qui reflètent l'emprise française, l'emprise coloniale française dans le monde à l'époque. Mais effectivement, ces collections ne sont pas suffisamment détaillées. Il y a néanmoins quelques objets que l'on peut reconnaître de manière certaine. Et c'est donc ce canot d'un Esquimau à l'abri de tout coulage et de tout chavirage. On peut l'identifier précisément parce que cette dénomination qui est utilisée dans l'inventaire est celle qui apparaît sur le canot et qui donc conserve encore son étiquette d'origine. Il y a également 3 autres pièces qui peuvent être identifiées qui sont des têtes en cire réalisées d'après nature. C'est ainsi que les pièces sont décrites dans l'inventaire et qui représentent une tête d'une femme de Cayenne, la tête d'un homme du Canada et la tête d'un homme de Louisiane. Mais pour le reste, les dénominations sont un petit peu trop imprécises pour que l'on puisse faire un lien direct entre une appellation sur l'inventaire et un objet. Et donc j'en reviens à ces pièces de prestige qui sont listées dans cet inventaire. L'inventaire évoque la présence de 18 pots peintes d'Amérique du Nord dans cette collection du comte d'Artois. Les pots peintes sont des pièces de grand prestige qui étaient donc réservées aux chefs ou aux guerriers de haut statut et qui pouvaient servir de tapis ou être portés sur les épaules. C'est des objets qui ont une très forte valeur symbolique et qui avaient aussi un coût réel. Donc se dire qu'un commissaire de marine ait pu rassembler 18 pots peintes semble quelque peu difficile. Par ailleurs, lorsque Fayol parle de ses collections et du cabinet, il évoque avec grande précision les collections de Naturalia, mais reste finalement assez vague sur tout ce qui concerne l'ethnographie. Et aujourd'hui, c'est une des hypothèses que l'on avance dans le cadre des recherches que l'on mène autour du projet Croyant, c'est que finalement, ces collections n'est pas pour origine Fayol, mais peut-être en grande partie les collections royales. Il est fort probable que le comte d'Artois ait demandé à son frère Louis XVI de lui prêter quelques objets du cabinet des curiosités des rois. Ça serait une manière assez logique d'expliquer la constitution de cette immense collection en seulement 4 ans. Après, bien entendu, le comte d'Artois a aussi réalisé d'autres acquisitions
Et donc, aujourd'hui, on essaye de pister justement l'origine de ces collections dans les collections de la Maison de France et dans les collections des grands cabinets de curiosité qui ont été vendus à l'époque. Donc, on a un autre inventaire pour cette collection, qui est l'inventaire qui est réalisé de ce cabinet à Versailles en 1806, avant son transfert à la bibliothèque municipale de Versailles. Donc, le travail sur la collection du Comte d'Artois est compliqué par le fait que cette collection n'a pas été préservée telle qu'elle après sa saisie. Fayolle, qui a un rôle assez particulier, puisqu'il il a été embauché par le comte d'Artois, va, après la Révolution, réussir à travailler par le nouveau gouvernement en place et devenir un commissaire des arts, qui est donc chargé des saisies révolutionnaires. C'est lui qui, dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire celui des sciences naturelles et des objets de sciences, qui va aller donc réviser tous les cabinets aristocratiques saisis et procéder au prélèvement des pièces qui lui semblent d'intérêt public pour qu'elles soient conservées et éviter qu'elles ne soient vendues. Donc, les recherches que l'on a menées semblent indiquer que l'hôtel Serran va devenir le lieu de dépôt des saisies réalisées par Fayolle. Et donc, ce fonds initial du comte d'Artois se voit enrichi d'autres pièces qui viennent de cabinets saisis dans la région de Seine-et-Oise. Et c'est cet ensemble, en fait, qui va être, en 1797, lorsque l'hôtel Serran est rendu à la famille Serran et mis en location. Et donc à cette date-là, ce cabinet, avec toutes ces autres collections que Fayolle a récupérées, vont déménager, être transférés au château de Versailles, qui est donc le centre des dépôts révolutionnaires, et constituer ce que l'on va appeler le muséum d'histoire naturelle. Donc Fayolle va rester le conservateur de cette collection jusqu'à son décès en 1804. Et en 1806, on va décider du transfert de la collection vers la bibliothèque municipale de Versailles. On envoie à ce moment-là 3 personnes pour faire le récollement de la collection. Et malheureusement, ces 3 personnes vont dire qu'on n'a pas pu faire le récollement parce qu'il n'y a pas d'inventaire. Donc, on a assez peu de probabilité de trouver des documents plus précis sur ces collections. Et donc, cette équipe fait l'inventaire de ce qu'ils trouvent sur place. Et là aussi, il n'est pas très long. Enfin, le muséum d'histoire naturelle comprend de très importantes collections, mais en fait, le gros de ces collections sont des collections de Naturalia. Donc effectivement, on a plusieurs pages qui listent ces collections, mais en ce qui concerne l'habillement et les ustensiles des différents peuples, comme donc cette section qui est évoquée, présentée ici, est beaucoup plus restreinte. On y trouve quand même des éléments intéressants. Notamment, on se rend compte que maintenant, à ce moment-là, la collection de peaux peintes est de 20. Donc, on a 2 nouvelles peaux peintes qui, visiblement, ont enrichi le lot. Et on trouve, par exemple, la première mention de ce qu'on appelle le masque de chasse de la Louisiane, qui est en fait, je crois que vous avez mis une image tout à l'heure, ce masque africain qui a été réattribué plus tard à l'Afrique et qui, du coup, semble ne pas provenir de la collection d'Artois, sans quoi on aurait probablement eu cette mention très spécifique dans cette collection d'origine. Donc, après la réattribution de ce masque à l'Afrique, on a proposé que ce masque ait été une pièce amenée par des esclaves africains en Louisiane et ensuite arrivé en France, et cela expliquerait la terminologie. En fait, il est peu probable que cette pièce soit passée par la Louisiane. Il est vrai qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, début XIXe, il y a beaucoup de représentations qui montrent des scènes de chasse en Louisiane où les hommes peuvent porter, par exemple, des masques en forme de tête de cervidé. Et donc, c'est peut-être une mauvaise attribution. En tout cas, encore une fois, on a 3 personnes en fait qui ne connaissent pas les collections et qui font cet inventaire. Donc, c'est un inventaire à manipuler avec prudence. Et on ne sait pas vraiment s'il y avait des étiquettes sur ces objets. Donc, juste pour finir, parce que
Oui, je suis presque dans les temps. Pour vous montrer aussi le type de questionnement que l'on a actuellement, c'est que il y a à la Bibliothèque nationale de France toute une série de planches gravées qui présentent des collections d'Amérique du Nord de ce fonds qui provient de la Bibliothèque municipale de Versailles. Donc, c'est des gravures qui ont été probablement réalisées pour un projet de publication qui n'a jamais eu lieu, parce qu'on voit apparaître des numéros, il y avait probablement des renvois vers un texte qui détaillait des éléments liés à ces objets-là. Mais dans cet ensemble, ce qui est assez... bon, par exemple, vous reconnaissez ici la peau peinte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous reconnaissez ici peut-être une peau peinte qui est aussi conservée au musée du Quai Branly et qui est donc un dépôt de la bibliothèque municipale de Versailles. Mais il y a d'autres objets que l'on ne reconnaît pas ou qui sont dans d'autres collections publiques. Notamment, vous avez des représentations des peaux peintes qui sont aujourd'hui conservées au musée d'art et d'archéologie de Besançon. Et comme je savais que ma collègue de Dijon viendrait aujourd'hui et qu'on en parlait la semaine dernière, il y a un autre exemple qui est intéressant, qui est donc cette peau peinte que l'on ne connaissait pas et qui en fait a été identifiée récemment à Dijon. Et je vous en ai mis une photo parce que c'est des découvertes que l'on ne fait pas souvent. Donc ça fait plaisir lorsque l'on peut repister ces objets. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la Révolution de très important et qui semble être une redistribution de ces collections parisiennes vers les musées de province. Alors, ces gravures sont probablement réalisées après 1806, en tout cas au tout début du 19e siècle. Et cette répartition des collections a probablement eu lieu dans le cadre de la création de ces musées en province, le cadre du plan Chaptal, où une autre piste importante est toutes ces créations de lycées qui ont lieu au début de la période de l'Empire. Donc, par exemple, à Versailles, vous avez le lycée Hoche qui va être créé, je crois que c'est en 1802 ou 1803, mais c'est dans ces dates-là. Et il y a toujours une discussion autour de l'envoi ou pas de ce muséum d'histoire naturelle conservé à Versailles. Fayol, dans les dernières années de sa vie, lutte contre le fait de se voir déposséder de ses collections que le directeur du lycée voudrait voir venir chez lui pour que ces collections servent à l'éducation des jeunes garçons qu'ils accueillent. Donc, une des pistes que l'on essaye de travailler actuellement, c'est d'essayer de trouver la trace de ces transferts de collections vers différentes villes de province dans les archives liées à la constitution de ces lycées. Puisque les musées se mettent en place un petit peu plus tard et on a toujours du mal à faire le lien entre ces collections anciennes qui sont retrouvées dans les musées dans les années 30. On a du mal à trouver l'origine de ces collections. Donc une des pistes serait donc cette création de lycée qui a probablement provoqué l'envoi de collections pour participer à ces lieux d'enseignement. Donc voilà, je finis sur ça, c'est les pistes que l'on a. Donc on serait ravis de pouvoir échanger avec des collègues qui auraient d'autres pistes parce que c'est un travail assez compliqué et toutes les idées sont bienvenues pour essayer de repister ces collections qui sont encore une fois parmi les plus anciennes connues pour ces régions d'Amérique du Nord et qui à ce titre sont une très très grande valeur patrimoniale. Merci beaucoup, Paz. Je vois qu'il y a une question dans le Zoom. Je ne sais pas si Laurier, vous êtes toujours avec nous? Oui. Je suis là. Merci. Oui. Merci à vous deux pour ces très riches présentations. Peut-être vous avez une question tout de suite à poser à Paz. J'ai vu que plusieurs fois vous hochiez la tête pendant son exposé. Est-ce que vous voulez intervenir en premier? En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci, Paz, pour cet exposé très détaillé.
Non, je me demandais juste si... non, ben, j'ai trouvé très intéressant là, la rencontre avec les groupes autochtones. J'étais content de voir que ça vous a apporté des choses et que ça a été intéressant aussi pour ces groupes. J'ai parfois assisté à ces rencontres dans les musées et puis souvent, là, j'ai pu constater que les groupes autochtones sont émerveillés et puis apprennent aussi beaucoup de choses à partir des collections, de ces collections anciennes. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Bon, en fait, une question sur vos collaborations. Je ne sais pas, est-ce que j'imagine que vous collaborez avec d'autres musées européens, d'autres musées français, comme vous avez parlé de pendant et après la Révolution, il y a les collections, il y en a qui semblent partir en province. Euh, je sais que j'avais déjà fait un peu des recherches il y a plusieurs années à La Rochelle et à Bordeaux, puis il y avait, je pense qu'il n'existe plus, mais il y avait un musée d'histoire naturelle, musée de la marine à Bordeaux, qui avait des canaux et puis des canaux d'écorce, des mocassins, etc. Je sais pas, je pense que ça a peut-être été par la suite soit rapatrié au musée de la Marine à Paris ou peut-être au musée régional d'Aquitaine à Bordeaux, je sais pas. Il y a aussi le musée de La Rochelle, le musée du Nouveau Monde à La Rochelle. Je pense qu'ils ont un certain nombre de choses. Je ne sais pas si Oui. ça fait partie de votre Oui, oui, projet oui. éventuellement de... Oui, en fait, il y a des collections, il y a beaucoup de collections importantes partout en France. Après, ce qu'on essaye de mettre en place un peu, c'est une méthode, parce que c'est vrai que on commence par les collections parisiennes, c'est celles qu'on a sous la main. Et aussi, les archives sont plus centralisées, même si il n'est pas facile de les identifier. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau de Paris. Et vous voyez, c'est que maintenant qu'on a des pistes pour essayer de structurer le travail en province. Donc, je pense que la piste des lycées et je pense qu'une des idées, c'est de travailler en particulier sur le corpus de Popinte, puisque comme on a des représentations, comme on sait où elles se trouvent en province, en fait, ça permet d'au moins nous donner un premier cadre pour tenter des hypothèses et voir si elles fonctionnent. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de toute la France, avec tous ces échanges de collections et ces liens très étroits qui ont uni la France et le continent nord-amérindien à ces périodes-là, c'est difficile pour nous de s'attaquer à tout en même temps. Donc on essaye de procéder par étapes, en relation aussi avec des institutions qui ont plus ou moins le temps pour collaborer avec nous, parce que, comme vous savez, dans les musées, le temps pour la recherche est compté. Donc voilà, on essaye aussi d'être pragmatique. Ouais. Non, c'est ça, c'était juste des propositions. Des fois, on tombe sur des choses vraiment intéressantes dans des lieux inattendus. J'avais trouvé aussi à Marseille, tout à fait par hasard, des choses sur des objets d'origine nord-américaine. Alors, non, c'est ça. Enfin, c'est très intéressant. Je pense que c'est bien de faire ça de manière systématique. Et puis, peut-être juste une autre question. Je ne veux pas monopoliser le temps d'échange, mais sur je connais un petit peu les pots peintes. Enfin, je les connais, je les ai pas étudiés, mais je les ai vus, visionnés 2 ou 3 fois. Et puis, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait où il semblait y avoir des récits qui étaient racontés sur ces pots. Puis on avait été étonnés aussi de constater qu'il y avait sur certaines peaux, je me souviens, il y avait des dessins qui ressemblaient à des chapelles de missionnaires, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des gens qui se sont intéressés à essayer de décortiquer finalement la Oui. sémiologie ou la sémiotique Oui, de oui, ces oui. dessins. Je pense que vous faites référence à cette fameuse peau que je montrais tout à l'heure, où il y a notamment l'Arkansas qui est nommé, et on voit très bien une représentation de villages français et de scènes de bataille des Français avec les Chickasaw. Donc c'est une peau peinte qui a été assez bien étudiée par quelqu'un qui s'appelle Arnold. Donc j'ai pas la référence en tête, mais sa recherche a été vraiment
un très bon début en fait pour documenter cet objet, qui reste exceptionnel parce que c'est quand même assez inouï de pouvoir effectivement localiser une scène. Et étant donné qu'on a une scène de conflit qui est représentée, on peut même aussi dater l'événement qui est représenté. Donc c'est une pièce qui est très très emblématique et qui intéresse beaucoup les partenaires de la région de Louisiane. Donc là, par rapport au projet que l'on mène, l'idée c'est quand même que les pièces voyagent vers les communautés d'origine. Et cette peau de l'Arkansas, par exemple, intéresse beaucoup la nation Choctaw qui voudrait notamment l'emprunter. Mais voilà, je pense que dans la prochaine étape de notre projet, les pop-peintes vont être vraiment au cœur des recherches que l'on va mener. Merci beaucoup. Laurier, je crois que vous avez un rendez-vous. Vous pouvez nous quitter quand vous voulez. Hein. Je vais passer la parole au public pour 2-3 questions, si c'est possible, si on peut encore avoir un peu de temps. Alors, André Delpech. Oui, je salue Laurier au passage. Bonjour Laurier. Salut. Je ne vois pas qui est dans l'auditoire. Alors c'est... Salut André. Plaisir de te voir. Non, bravo Passe. Et en plus, avec des belles découvertes, et sur un sujet, on a eu l'occasion de se côtoyer pour en parler, et notamment la découverte de cette peau de Dijon, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment super. Ça montre bien qu'il faut chercher. Et on en a déjà parlé entre nous, mais tu le sais bien, je pense que ça vaudrait le coup aussi de voir les fameuses peaux peintes qui sont à Madrid, au Museo de América. Parce que je ne sais plus quel auteur espagnol, mais on avait, je crois, échangé les références vers 1930. Et ça m'a frappé à Madrid, effectivement, qu'il y a 2-3 peaux peintes qui ressemblent bigrement à ces peaux, quoi. Et en se disant, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Et je ne sais plus quel auteur espagnol avait mis l'hypothèse que ça puisse être arrivé en Espagne avec les armées napoléoniennes. Bon, je ne sais pas ça, mais parce que peut-être dans les peaux manquantes, là, les 20 ou les je ne sais plus combien, il faudrait peut-être vérifier. Je ne sais pas si avec les dessins que vous avez, il y a manière déjà de comparer ou pas. Parce que vraiment, il y en avait une ou deux, mais on trouvait les mêmes styles, même chose, notamment c'est avec ces dessins assez fins. Et puis Laurier, je pense aussi que ça l'intéresse, c'est quand même aussi ces représentations qui donnent plutôt l'impression d'être des peaux, je ne sais pas comment les qualifier, métissées, ou en tout cas avec des dessins qui paraissent des dessins européens, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont plus... Après, est-ce que c'est si simple que ça de qualifier, mais en tout cas avec des motifs, je ne sais pas qui c'est qui les a fait, mais qui font plutôt penser à des motifs européens. Oui, c'est vrai que ces collections, elle est vraiment intéressante parce qu'on voit vraiment des lots très distincts qui correspondent à des lieux de production assez différents. Donc on a il y a toute la région des plaines qui est couverte, des pièces qui viennent du sud, du centre, du nord. Et c'est vrai que ces pièces qui sont conservées à Madrid et une autre qui est conservée au Pitt Rivers Museum ressemblent très étroitement à ces objets-là. Et dans la mesure où il n'y en a pas d'autres au monde, on a l'impression quand même que ça provient d'un même noyau initial. Donc ça reste effectivement une des hypothèses. Mais encore une fois, entre tout ce qui se passe à la Révolution et ce qui se passe pendant l'Empire, on a tout un système impressionnant qui provoque ce transfert de collection. Et quand on voit quand même la rigueur avec laquelle les administrations fonctionnent, il doit y avoir des archives qui permettent de corroborer ces envois. Mais je pense qu'on ne les cherche pas au bon endroit. Mais c'est vrai que la masse d'archives, elle est juste impressionnante. Et même là, je vous montrais les photos un petit peu de la galerie des affaires étrangères. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette galerie, mais j'y vais là depuis quelque temps pas mal. Mais je ne savais pas que en fait, cette galerie avait été dépouillée de tous ses tableaux au moment de la Révolution et que finalement, ils n'avaient été réintégrés qu'au 19e et début du 20e siècle. Donc la Révolution a une répercussion qui est que même pour les gens du musée, on a encore du mal à en comprendre l'envergure. Et c'est ce qui me trouble et en même temps me fascine parce qu'on a tout enlevé, après on arrive quand même à tout récupérer avec ce souci quand même de tout préserver. Mais il y a la volonté en fait de réorganiser les choses. Enfin, on est vraiment dans le système empire hein,
on bâtit toutes les grandes écoles, les lycées. On met en place une nouvelle administration et une nouvelle organisation pour les musées aussi. Mais finalement, tout ça a été écrit, mais on ne l'a pas vraiment analysé du point de vue des collections pour vérifier tout ce qui est dit. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En tout cas, mais tu l'as bien dit, les Popins, je pense que c'est une bonne piste parce que les autres pièces, c'est des fois tellement mal décrit que c'est chercher. Oui, voilà, c'est le seul objet qu'on peut identifier clairement dans les collections. Alors là, par exemple, effectivement, peau peinte, la peau de Dijon, en fait, elle est toute petite. C'était un sac qui inachevé. Donc, on peut quand même avoir des concepts qui varient. Mais effectivement, on peut quand même les repérer sur les inventaires et avec une certaine certitude. Merci beaucoup. Ah. Merci Laurier, merci Paz. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que vous reparlez du décret Chaptal. Je pensais qu'on savait tout, moi, sur le décret Chaptal. Et on a tellement, dans toutes nos études, parlé du décret Chaptal. Mais peut-être qu'il y a des archives. Peut-être qu'on n'a pas su chercher à l'époque parce qu'on ne cherchait pas dans les dépôts du décret Chaptal, dans les musées des deux provinces. Peut-être qu'il y aurait peut-être des choses encore retrouvées dans les archives. Peut-être parce qu'on n'avait peut-être pas du tout l'idée qu'il pouvait y avoir ce genre de collection dans les envois de l'État à l'époque. Puis je pense que vous avez raison sur les lieux de formation. Parce que je discutais avec notre collègue de Dijon qui a dû partir. Elle n'a rien trouvé, ni dans les archives municipales, ni dans les archives de la Côte d'Or, mais peut-être, vous pensez au lycée, mais peut-être aussi d'autres lieux de formation, les académies de dessin, puisque à Dijon, l'académie de dessin des Vosges a beaucoup d'importance, puisqu'elle était liée à la création du musée des Beaux-Arts, parce que j'ai pensé à votre petite peau, est-ce que c'était pas aussi traité comme un objet d'art graphique ou des choses comme ça, vous voyez, qui aurait pu, parce qu'il est très décoratif, comme dit André, parce que quand on voit l'archive que vous avez montré à la BNF, on a même l'impression que c'est presque un tapis qui est traité comme une espèce de tapis occidental avec des décors de mosaïque. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses comme ça à chercher, non? Je sais pas moi, mais alors, pure intuition, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression quand même que les collections, elles sont plus associées à l'histoire naturelle, encore à cette époque-là. Et c'est pour ça que j'ai l'impression aussi qu'elles ont peut-être eu plus vocation à rejoindre un lycée qu'un musée. Et le cas à Versailles, il est un petit peu particulier parce qu'on a ce cabinet que Fayol préserve. Et finalement, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on va le maintenir tel quel, en tout cas en grande partie, et le faire installer à la bibliothèque municipale de Versailles. Parce que c'est un cas un petit peu atypique. Parce qu'à Besançon, parce qu'il y avait une exposition, je ne sais pas si tu te souviens, André, qui s'appelait Les Petites Amériques, un truc comme ça à Besançon. Et c'était au musée d'art et d'archéologie. Les pots? Oui. Pardon? 2 pots à Besançon, Oui. c'est ça? Oui. Mais elle venait aussi d'un musée d'histoire naturelle ou elle venait du musée? Elles viennent de cette collection de la bibliothèque municipale de Versailles. Mais elles étaient à la bibliothèque municipale de Besançon ou directement au musée? Je me souviens plus. Je me souviens pas non plus. Mais effectivement, leur parcours, il est à partir des années 30. C'est toujours un petit peu le même profil que l'on a. On a dans les années 30 ces premières archives. Et je sais que pour la collection de Dijon, l'hypothèse était que ça faisait partie d'un cabinet d'histoire naturelle d'un local. Mais apparemment non. Mais apparemment non. Apparemment non. Donc je pense que l'histoire. D'abord, ce que disait notre collègue de Dijon qui a dû partir, mais apparemment non. Ça veut... Oui, j'en ai discuté avec elle. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Mais comme on est sur des... En fait, ces transferts de collection ont lieu au moment de la création de toutes ces institutions. Et donc, tout est peut-être un petit peu flou. Et donc, les premières informations que l'on a sur ces objets-là, elles arrivent quand les institutions elles sont déjà bien mieux formées et qu'on a le temps, en fait, de documenter et de faire les premiers inventaires. On prend une dernière question. Je ne sais pas si... Alors, André. Désolé, mais c'est un sujet tellement passionnant et ça va intéresser aussi Laurier. Là, on parle évidemment de ce qui se passe en France, mais il y a quand même la question aussi de quelle région américaine viennent ces peaux, parce que autrefois, parce que comme tu l'as dit, elles ont pu être étudiées à plein de reprises, mais on voit bien que comme c'est souvent des pièces tellement rares et tellement anciennes,
en fait, on ne sait pas trop d'où elles viennent, parce que plus tard, pour le 19e siècle, on peut dire que ça vient de tel ou tel endroit ou de tel ou tel groupe ou tribu, mais voilà. Et donc, tu te rappelles, on a discuté la fameuse question, est-ce qu'il n'y en a pas aussi qui peuvent venir carrément du sud, et notamment de Louisiane? Parce que je crois que, notamment chez les Natchez, qui a des mentions de peau, ça, il faudrait voir des spécialistes de ces régions-là, parce qu'on a plutôt tendance toujours à les mettre un peu plus au nord, quoi. Et je ne sais pas ce qu'en pense Laurier, mais il peut y avoir aussi des choses qui viennent. On avait quand même la colonie qui allait jusqu'à la Nouvelle-Orléans et toute la Louisiane. Donc, je ne sais pas, tout à discuter par rapport aux motifs. Oui, là, je ne vais pas m'avancer. C'est vraiment le sujet d'étude qui est en cours. Mais il est certain qu'on a eu tendance à souvent associer toutes ces peaux peintes plutôt aux plaines du Nord, alors que ça ne semble pas être le cas. C'est beaucoup plus mieux réparti sur tout le long de la vallée du Mississippi. Oui, je me demandais si, peut-être, juste une dernière question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez pu fouiller dans les musées américains ou canadiens pour voir s'il y a des collections semblables? Je pense que dans les plaines du Canada, c'est le Glenbow qui a les collections autochtones les plus importantes. Ça pourrait être relativement facile de les contacter. Puis après ça, pour les États-Unis, le Nord, c'est à Denver, au Colorado. Ensuite, pour la Louisiane, je ne sais pas trop, là, j'avoue. Mais en tout cas, à Denver et à Calgary, il y a le Glenbow Museum qui est spécialisé dans les collections des Autochtones des plaines. Alors, je pense que s'ils n'en ont pas, ils pourront vous dire au moins s'il y en a d'autres ailleurs. Parce que j'ai trouvé ça intéressant, là, la discussion, l'idée que c'est un phénomène qui est comme peut-être isolé, hein, qui n'est pas très répandu finalement. Alors, ça pourrait être intéressant de creuser. On peut peut-être même imaginer que c'est une commande qui a été faite. Hein, c'est pas impossible. Hein. Ou peut-être le Vatican. Le Vatican aussi a beaucoup de choses. Il y a toutes les objets des missionnaires qui ont atterri au Vatican et qui n'a pas toujours beaucoup intéressé les historiens de l'art italiens. Hein. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est des collections si riches qu'on a envie de démultiplier en fait les options et les opportunités pour essayer de les documenter. Après, on essaie quand même aussi de se focaliser parce qu'on voudrait bien essayer de documenter ces pièces exclusivement à partir des sources primaires. C'est aussi un des petits défis qu'on s'est donné parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces pièces et finalement, ces dernières années, on travaille beaucoup trop sur les sources secondaires. Et c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc, on essaye finalement de prendre le temps d'essayer encore d'identifier ces archives qui pourraient documenter précisément ces pièces. Après, bon, c'est vrai que c'est une recherche ardue. Je ne sais pas si on pourra avoir la patience de poursuivre pendant de très longues années, mais c'est pour ça que le réseau en fait des chercheurs en France est essentiel pour essayer de récupérer un maximum d'informations sur ces pièces anciennes. Parce que si on réussit à trouver plus d'inventaires, on aura peut-être des provenances liées éventuellement à des étiquettes anciennes, etc., qui nous fourniront des compléments d'informations par rapport aux hypothèses que l'on peut émettre effectivement par le biais d'études comparatives. Mais l'idéal serait d'avoir des données qui nous viennent en fait directement du XVIIIe siècle. Ouais. Peut-être l'approche comparée aussi comparée avec d'autres collections, ça peut bien compléter cette approche plus, disons, historique et archivistique. J'ai pensé aussi pour le sud des États-Unis, l'Université de Lafayette a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent, des historiens qui travaillent sur la période française. Hein. Alors là aussi, bon, si eux n'ont pas travaillé là-dessus, ils peuvent peut-être vous mettre sur vous renvoyer à des gens qui ont travaillé sur des collections semblables. Oui. Là, ça va être encore une fois le projet de ce qui suit. Donc, on va essayer de démultiplier les contacts.
Et puis, on est aussi maintenant contacté par les nations qui veulent travailler avec nous. On a notamment la nation Miami, qui est très intéressée par les pots-peintes et qui ont déjà, en fait, leur réseau de recherche. Ils ont beaucoup de liens avec des universitaires sur place et des historiens en particulier. Donc, c'est des contacts, effectivement, qui nous permettront d'avancer. Pas monopolisé, mais il y a aussi les coups de chance de découverte. C'est très bien. On a découvert une pipe Natchez par un hasard totalement improbable de dessin qui n'était absolument pas inventorié comme ça, donc, et qui se trouvait à Laon, dans l'Aisne. Là, c'est vraiment le coup de bol, quoi, parce que je crois que jamais personne n'aurait pu trouver ça sans un hasard improbable. On ne va pas raconter l'histoire, et donc c'est une pièce qui est de 1720 ou 1730, je ne sais plus tellement en tête. Et on a retrouvé la pièce par hasard dans les collections du Quai Branly, quoi, parce qu'on a trouvé le dessin de la pièce daté de 1730. Mais donc je pense qu'on peut avoir ce genre de bonnes surprises. La preuve, la peau peinte de Dijon, mais je pense qu'il faut persévérer, parce que je suis sûr qu'ils dorment à certains endroits des pièces que après il faut les raccorder, quoi. Et ça arrive pas tous les matins. Et surtout, je pense que beaucoup des archives sont pas inventoriées, sont pas référencées, quoi, ou c'est mélangé au milieu de n'importe quoi, et tout à coup, il faut quand même beaucoup de chance pour tomber dessus, quoi. Oui, on est obligé de tout réviser pour pouvoir tomber sur le. C'est pour ça que c'est si chronophage. Bon, merci beaucoup. Peut-être, je pense à une dernière chose, peut-être le Field Museum à Chicago. Je ne sais pas si vous avez contacté les gens là-bas. Il y a peut-être des choses là. Non, pas encore. Non. Ah, okay. Non, en fait, on a déjà pas mal de réseaux ici en France, je pense, à exploiter. Et voilà, donc on procède par étapes. Ce sera le deuxième volet de ce projet. Vraiment passionnant, contacter tous les musées des États-Unis. C'est vraiment passionnant, mais je vais devoir vous quitter. Malheureusement, j'avais Nous un aussi, autre on va devoir rendez-vous fermer boutique. à la demi, alors c'est vraiment intéressant. Bonne continuation, Paz. Oui. Et puis, je vais suivre là, votre projet. Là, ça m'intéresse beaucoup. Bonne chance. Et puis, merci encore pour l'invitation. Et désolé de devoir partir. Non, merci beaucoup à vous d'avoir participé, Laurier. Au revoir. Merci, Laurier. On attend votre visite. Ok, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.